Eh Seb, c'est que ça sert à rien d'écouter l'univers comme ça? Hein? Si tu veux capter des signaux de civilisation extraterrestre, il y a des algorithmes qui écoutent des milliers de fréquences en même temps. Mais je sais bien ça, je suis en train de chercher les musiques pour le prochain épisode. Tiens, écoute-moi ça, peut-être de la bonne. Mais puisque t'en parles, 25 ans après la découverte du premier monde orbitant autour d'une autre étoile que la nôtre, on peut dire que notre chasse aux planètes a été un franc succès. Plus de 4000 exoplanètes confirmées, des mondes d'une variété époustouflante, suffisamment pour qu'on puisse commencer à estimer que chaque étoile de notre galaxie abrite au moins une planète en moyenne, ou encore que parmi les étoiles similaires à notre Soleil, 1 sur 5 abriterait une planète de la taille de la Terre dans sa zone d'habitabilité. Mais plusieurs questions restent en suspens. Parmi tous ces mondes, sur combien d'entre eux la vie s'est-elle développée? Certaines de ces planètes ont-elles développé des sociétés technologiques capables de communiquer avec nous? Et si ces sociétés existent bel et bien, pourrait-on en détecter les traces? 3, 2, 1, zero. Liftoff. Depuis près d'un siècle, les civilisations humaines émettent des ondes radio dans l'espace de manière quasi ininterrompue. Ces ondes forment une bulle de signaux qui s'étend dans l'espace interstellaire, dans toutes les directions, à la vitesse de la lumière. En gros, si des aliens à 100 années-lumière à la ronde captent ces signaux, ils savent où nous trouver. Bon, à l'échelle de notre galaxie, ça fait pas bien loin, certes, mais ça amène inévitablement à la question suivante. Sommes-nous les seules civilisations de notre galaxie à signaler ainsi notre présence ? Nous sommes à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et d'anciens radars militaires sont convertis en instruments d'observation scientifique pour capter les ondes radio venues du cosmos. C'est l'essor de la radioastronomie. Mais alors que la plupart des efforts sont tournés vers l'étude des taches solaires et du gaz de la Voie lactée, certains astronomes ont une ambition encore plus grande. En 1959, deux physiciens de l'université de Cornell, Philip Morrison et Giuseppe Cocconi, publient dans la revue Nature un article intitulé « À la recherche de communication interstellaire ». L'article de Morrison et Cocconi est le premier article scientifique de l'histoire à spéculer sérieusement sur la possibilité pour des civilisations extraterrestres de communiquer à travers la galaxie. Dans une interview, Morrison a d'ailleurs avoué avoir été influencé par les écrits d'H.G. Wells, l'auteur de La Guerre des Mondes, paru à la fin du 19e siècle. Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars. Pour les deux chercheurs, le moyen de communication le plus rapide de l'univers, ce sont les ondes électromagnétiques, qui se déplacent à la vitesse de la lumière. Le problème, c'est que l'univers est rempli d'ondes électromagnétiques, à toutes les fréquences. La lumière visible, celle qu'on peut détecter avec nos yeux, ne constitue en effet qu'une minuscule fraction de toutes les ondes électromagnétiques possibles. Selon leur température et leur composition chimique, les objets de l'univers peuvent rayonner dans les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X et gamma, les ondes radio. Alors comment s'y retrouver dans le brouhaha du cosmos? Sur quelle fréquence faudrait-il se brancher si l'on voulait écouter des communications aliens? Morrison et Cocconi se sont alors demandé quel type d'onde électromagnétique passe le mieux à travers l'espace interstellaire. Parce que l'espace entre les étoiles n'est pas un vide parfait. Il contient des nuages de gaz et de poussière qui peuvent absorber certains types de rayonnement. Et plus un signal électromagnétique est envoyé loin, plus il est susceptible de rencontrer du gaz et de la poussière sur son passage. Mais si l'on cherche à communiquer, on doit s'assurer que notre message arrive à destination. Pour les deux physiciens, les ondes radio sont le canal par excellence pour des communications extraterrestres, parce qu'elles filent à travers l'espace interstellaire sans être absorbées par les nuages de gaz et de poussière alentour. Plus précisément, Morrison et Cocconi recommandent d'écouter attentivement la fréquence de 1420 MHz. Pourquoi cette fréquence? Parce qu'elle correspond à la raie d'émission à 21 cm de l'hydrogène, l'atome le plus simple et de loin le plus abondant de l'univers. Selon les chercheurs, toute civilisation intelligente se doit de connaître ce fait, et cette fréquence pourrait alors constituer le réglage par défaut de tous les postes de radio de la galaxie. Le revers de la médaille, c'est que comme l'hydrogène est l'atome le plus abondant, de nombreux phénomènes naturels ont tendance à émettre aussi à cette fréquence, ce qui crée un énorme bruit de fond. Du coup, pas facile de s'entendre par-dessus le brouhaha des nuages galactiques. Mais cette critique ne sera formulée que plus tard.
Un an après l'article historique de Morrison et Cocconi est fondé le programme SETI, pour Search for Extraterrestrial Intelligence, le premier programme scientifique au monde entièrement dédié à la recherche de civilisations extraterrestres au moyen de radiotélescopes. Depuis maintenant près de 60 ans, le SETI scanne inlassablement le ciel à la recherche de signaux trop étranges pour être émis par des objets naturels. Sans succès jusqu'à présent. À part un signal mystérieux capté par une antenne américaine en 1977, et dont on ignore encore la nature, le ciel nous semble décidément bien muet. En même temps, il faut dire que la tâche n'est pas aisée. À l'heure d'Internet, où la communication entre les humains paraît instantanée, on a du mal à se faire une idée de l'étendue du gouffre immense qui sépare les étoiles. L'étoile la plus proche de notre système solaire est Proxima du Centaure, qui se trouve à plus de 40 000 milliards de kilomètres d'ici. Si on envoie un message par onde radio en direction de cette étoile, le message mettra un peu plus de 4 ans à arriver. Et si par chance ce système stellaire abrite des civilisations capables de capter et de répondre à ce message, la réponse mettra 4 ans à nous parvenir. Autant dire qu'il va falloir être patient. Mais bon, on peut se dire que jusque-là, ça reste encore gérable. Mais si vous décidez d'envoyer le même message vers le centre galactique, ce sera une autre paire de manches. Parce que votre message mettra 26 000 ans à arriver à destination. 26 000 ans, pour remettre en contexte, c'est le temps qui nous sépare du dernier maximum glaciaire. Une époque où le niveau de la mer était plus bas de 120 mètres, où une bonne partie de l'Europe du Nord était recouverte par de la glace, et où l'intégralité de nos ancêtres vivait de la chasse et de la pêche. En bref, si on arrive un jour à capter un message extraterrestre, il faut s'attendre à ce que l'espèce qui l'ait envoyé ait fortement évolué culturellement pendant tout le temps du trajet du message. Il est même fortement probable que la civilisation des émissaires du message ait simplement disparu. Du coup, tout porte à croire qu'en matière de communication interstellaire, les grandes distances entre les étoiles cantonnent au monologue plutôt qu'à la conversation. On peut toujours espérer capter un jour des sortes de balises de signalement extraterrestre, à la manière du message que le radiotélescope Arecibo a émis en 1974 en direction de l'amas globulaire M13. Un simple message pour annoncer, à qui voudrait l'entendre, qu'on existe. Ou plutôt, qu'on a existé. Un jour. Allô? Mais même si j'aimerais énormément qu'on capte un jour un message de ce type, personnellement je parierais pas trop là-dessus. Parce qu'un autre élément à prendre en compte, c'est le fait que l'énergie du signal se dilue sur une surface de plus en plus grande au fil de son voyage. Du coup, plus le signal s'éloigne de la Terre, et plus il perd en intensité. Et au bout de quelques années-lumière à peine, il devient quasiment indiscernable du bruit de fond cosmique. Ce qui fait qu'à moins de savoir très précisément ce qu'on cherche, et de posséder des antennes réceptrices d'une taille astronomique, il y a très peu de chances pour qu'on détecte quoi que ce soit. Et de même, il y a très peu de chances que nos signaux soient repérés par qui que ce soit. Il semblerait donc que nous soyons condamnés à la solitude éternelle. Non mais Étienne, on est en tournage là. J'ai dit de couper ton téléphone. Ben non, tu vois bien que c'est pas la musique de la radio de Portal. J'étais connecté aux antennes, c'est un vrai signal radio là. J'ai vérifié, ça vient pas de la Terre. Ça précise, ok. Bon, bah maintenant faut vérifier si c'est pas un phénomène naturel. C'est quoi la direction? Bah j'ai vérifié le système binaire Zeta Reticuli, seulement 39 années-lumière d'ici. Bon, je vais essayer de le déchiffrer. Je dis d'abord phénomène naturel. Bon, reprenons. À défaut de pouvoir détecter des signaux émis délibérément par des civilisations aliens, en partant du principe qu'elles existent, on aurait peut-être plus de chances de détecter les traces matérielles ou indirectes de leur activité, visibles depuis l'espace. Bienvenue dans le monde fascinant et très spéculatif de l'archéologie interstellaire. Ce domaine de recherche tout récent ne manque pas d'idées pour dénicher des aliens à leur insu. Certains astronomes proposent par exemple de chercher des traces de pollution industrielle dans l'atmosphère des exoplanètes, au cas où des civilisations extraterrestres modifieraient la composition de leur atmosphère autant que nous, ce que je ne leur souhaite pas. En tout cas, ce genre d'analyse sera possible avec la prochaine génération de télescopes. D'autres proposent d'analyser les courbes de transit des exoplanètes, c'est-à-dire la variation de luminosité de leur étoile quand une planète lui passe devant. On ne sait jamais, si des aliens décident de construire des artefacts géométriques de la taille d'une planète, soit pour y habiter, soit pour signaler leur présence, on devrait être capable de détecter leur signature dans les données des télescopes existants. Mais on peut encore aller plus loin. Et si une civilisation alien avait décidé d'encapsuler son étoile pour capturer son énergie, de la mettre en bouteille, en quelque sorte?
Cette idée complètement folle est issue de l'imagination du philosophe et écrivain de science-fiction Olaf Stapledon dans son roman Créateur d'étoiles. Stapledon y décrit des civilisations vivant à l'intérieur de gigantesques coquilles creuses dont chacune emprisonne une étoile. Cette vision va fortement inspirer le physicien américain Freeman Dyson, qui va prendre le concept très au sérieux et le populariser dans un article scientifique publié en 1960. Une telle structure, qu'on appelle aujourd'hui une sphère de Dyson, absorberait l'intégralité de l'énergie de son étoile, ce qui rendrait cette dernière invisible à l'œil nu. Par contre, cette structure chaufferait et devrait logiquement émettre un pic de rayonnement dans le domaine des infrarouges qui ne ressemblerait pas à la signature naturelle d'une étoile. Pour développer son idée, Dyson part du principe qu'il est logique pour une civilisation technologique d'avoir des besoins croissants en énergie. Ce qui se vérifie pas trop mal pour le moment. Bon, après, rien ne garantit que cette courbe continue de grimper à l'avenir si on ne trouve pas de moyens durables de produire notre énergie. Mais admettons. Pour Dyson, si cette civilisation en pleine croissance veut survivre sur le long terme, elle va devoir récupérer le maximum d'énergie possible de son environnement. Et la source d'énergie par excellence dans un système stellaire donné, c'est son étoile. Si l'on enfermait notre propre Soleil dans une coquille solide dont le rayon ferait la taille de l'orbite de la Terre, on pourrait théoriquement capturer 22 000 milliards de fois la puissance de ce que consommait l'ensemble de l'humanité en 2017. Évidemment, un tel concept, ça paraît trop beau pour être vrai. Et en pratique, ça l'est. Une telle coquille serait mécaniquement impossible à fabriquer. Non seulement les forces de compression dues à la gravité de l'étoile feraient rapidement imploser la coquille, mais la moindre instabilité gravitationnelle la ferait inévitablement s'écraser dans le Soleil. Il existe cependant des variantes plus réalistes de ce concept. L'une d'elles est l'essaim de Dyson, un essaim de miroir qui entourerait l'étoile en formant un anneau ou une bulle qui redirigerait les rayonnements de l'étoile sur des centrales solaires spatiales. C'est déjà beaucoup plus facile. Le fait d'avoir des milliers de petits miroirs qui flottent dans l'espace au lieu d'une immense sphère rigide résout les problèmes de contraintes mécaniques. Du coup, plus besoin de développer un nouveau matériau qui défie les lois de la physique. Et puis, il y aurait bien assez de matériaux dans le système solaire pour construire un essaim de Dyson. Selon le futurologue Anders Sandberg, la masse de la structure serait comparable à celle de l'astéroïde Pallas, le troisième plus grand objet de la ceinture d'astéroïdes. Il faut bien se rendre compte que les sphères de Dyson sont une notion purement hypothétique et littéralement issue d'un bouquin de science-fiction. Mais ironiquement, c'est l'une des pistes les plus explorées par le SETI jusqu'à présent. Notamment parce que chercher des sphères de Dyson implique simplement de fouiller dans des données existantes, et pas de faire de nouveaux scans du ciel dans ce but précis. À ce jour, plusieurs recherches systématiques de sphères de Dyson ont été conduites par des chercheurs du SETI. La dernière en date, et de loin la plus complète, a été menée en 2015 par une équipe de chercheurs américains. Ces derniers ont analysé la lumière d'une centaine de milliers de galaxies proches en analysant les données du télescope spatial WISE, en quête du fameux pic de rayonnement infrarouge caractéristique. Conclusion de l'étude, aucune de ces galaxies ne semble abriter de sphère de Dyson. Que conclure de ce genre d'études? Eh bien, c'est compliqué. Comme on l'a vu, la plupart des recherches du SETI se jouent dans cet espace un peu flou qui mélange science rigoureuse, spéculation éclairée et science-fiction décomplexée. Le programme SETI est aujourd'hui assez critiqué du fait de son manque de résultats, mais aussi parce qu'il repose sur pas mal d'hypothèses plutôt controversées sur l'évolution de l'intelligence dans le cosmos, notamment l'idée selon laquelle une civilisation évolue forcément depuis un stade primitif jusqu'à un stade avancé, en suivant la voie du progrès technologique des sociétés occidentales. Une idée aujourd'hui très critiquée par l'écrasante majorité des anthropologues. Mais il en faut plus pour décourager les infatigables chercheurs du SETI. Ces derniers considèrent la quête de civilisation extraterrestre comme un investissement qui comporte peu de risques en termes de temps et de financement. Par contre, s'ils trouvent effectivement des traces d'intelligence ailleurs dans l'univers, ce serait l'une des plus grandes découvertes de tous les temps, et sa portée serait colossale. À leur critique, les chercheurs du SETI répondent généralement en citant la conclusion de l'article de Morrison et Cocconi. La probabilité de succès est certes difficile à estimer, mais si aucune tentative n'est jamais entreprise, cette probabilité sera toujours de 0. Mais si le programme SETI n'a pas encore porté ses fruits, il aura au moins été à l'origine de l'un de mes ouvrages de science-fiction préférés, Contact, de l'astronome Carl Sagan. Contact nous fait suivre les aventures d'Ellie Arroway, une jeune chercheuse inspirée de l'astronome de la vraie vie Jill Tarter. Ellie est à la tête d'un programme d'écoute du ciel inspiré du SETI. Le programme, en manque de financement, menace à tout moment d'être annulé.
Jusqu'au jour où un réseau de radiotélescopes détecte un étrange signal en provenance de l'étoile Vega, à 25 années-lumière de la Terre. Le signal contient une série de nombres premiers qui ne peut être que d'origine artificielle. Ellie se lance alors à corps perdu dans le déchiffrage du message extraterrestre, et ce qu'elle y découvre va beaucoup vous étonner. Contact a notamment donné lieu à une très belle adaptation cinématographique en 1997 par Robert Zemeckis, avec Jodie Foster dans le rôle d'Ellie Arroway. Et on peut dire que le film a joué un grand rôle dans la popularisation des travaux du SETI. Si vous avez la bonne idée de découvrir le film ou de le revoir, écoutez le témoignage d'Arroway. Vous aurez selon moi ce qui est la plus belle définition de ce qu'on appelle en science-fiction le sense of wonder. Contact est un exemple parfait de la chaîne d'inspiration qui lie l'astronomie et la science-fiction. Inspiré par la SF, des scientifiques ouvrent un nouveau champ de recherche, tandis que des chercheurs qui ont contribué à ce champ de recherche deviennent à leur tour écrivains de SF. Dans un cercle vertueux qui rend notre imaginaire collectif plus riche et nos connaissances plus vastes. Seb Alors dis quoi tes petits hommes verts? Je l'ai décrypté, c'est pas un phénomène naturel. Ce sont des coordonnées terrestres répétées en boucle. Et ça correspond à quoi? On retourne en Suisse.